Le cheval pâle par Agatha Christie. Partie 2 du livre audio. Chapitre 5. Le récit de Mark Easterbrook. Quel soulagement, soupira Mrs. Oliver, de penser que tout est fini et qu'il ne s'est rien passé. On se détendait, enfin. La fête organisée par Rhoda n'avait pas fait exception à la règle. Au début de la matinée, le temps, très capricieux, avait suscité beaucoup d'anxiété. Installerait-on les comptoirs en plein air ou tiendraient-ils tous sous la grange et la marquise? Où servirait-on le thé? Rhoda avait résolu tous ces problèmes avec son tact habituel. Mais ces chiens que, par mesure de précaution, on avait enfermés dans la maison, trouvèrent moyen de s'échapper et de se donner en spectacle. La charmante petite starlette, emmitouflée de fourrure, chargée d'inaugurer la fête, le fit de fort bonne grâce, mais, à la stupéfaction générale, compatit en quelques phrases touchantes au triste sort des réfugiés, alors que l'objet de la fête était la réfection du clocher de l'église. Enfin, le soir arrivé, nous nous trouvions réunis, commentant les événements de la journée, ma cousine Rhoda, son mari le colonel Despard, Miss McAllister, une jeune femme aux cheveux roux que l'on appelait Ginger, Mrs. Oliver, le vicaire Caleb Dane Caltrop et sa femme. Le vicaire était un vieil homme sympathique qui prenait plaisir à citer les classiques à tout propos. Mrs. Dane Caltrop, une femme un peu déconcertante, regardait Mrs. Oliver d'un air songeur. « Que pensiez-vous qu'il allait arriver au cours de cette fête ?» demanda-t-elle brusquement. « Eh bien, un meurtre, par exemple. »« Et pour quelle raison ?»« Aucune, à vrai dire. » C'était bien invraisemblable. Mais on en a commis un à la dernière fête à laquelle j'ai assisté. Le vicaire nous gratifia d'une citation grecque. Le vieux Lug des armes royales a eu un beau geste en nous envoyant 2 douzaines de bouteilles de bière, remarqua Despard. Les armes royales, fis-je. C'est le nom de l'auberge du pays, m'expliqua Rhoda. N'y en a-t-il pas une autre? Vous m'avez, je crois, parlé du cheval pâle, dis-je à Mrs. Oliver. Je n'obtins pas la réaction escomptée. On me regarda d'un air indifférent. Le cheval pâle n'est pas une auberge, dit Rhoda, ou, du moins, ce n'en est plus une. Oui, continua Despard, on l'a transformée en maison d'habitation. Elle date presque entièrement du XVIe, et je me demande pourquoi on n'en a pas changé le nom. Oh, pourquoi cela? S'exclama Ginger. Imaginez-vous qu'on l'ait rebaptisé Mon Repos. Les occupants actuels ont fait encadrer la vieille enseigne et l'ont accrochée dans le hall d'entrée. À qui appartient la maison? Demandai-je. À Tirzah Gray, répondit Rhoda. Tu as dû la voir aujourd'hui. Une grande femme aux cheveux gris, courts. Elle est versée dans les sciences occultes, s'adonne au spiritisme et à la magie, continua Despard. Elle ne célèbre pas de messe noire, mais c'est tout juste. Ginger éclata de rire. Excusez-moi, dit-elle. Je me représentais Miss Gray dans la tenue de Madame de Montespan sur un autel tendu de velours noir. Ginger, protesta Rhoda, vous oubliez la présence du vicaire. Je vous en prie, protesta celui-ci avec un bon sourire. Ainsi que le disaient les anciens, il finit sa phrase en grec. J'observai quelques secondes de silence respectueux avant de reprendre. Je voudrais bien savoir qui sont les occupants. Miss Gray et qui d'autre? Elle a une amie qui vit avec elle, Sybil Stamfordis. Elle joue le rôle du médium, il me semble. Vous avez dû la voir. Elle est couverte d'amulettes et, parfois, elle s'enveloppe dans un sari. Je me demande bien pourquoi. Elle n'a jamais été aux Indes. Il y a aussi Bella, intervint Mrs. Dane Caltrop. Leur cuisinière. C'est également une sorcière. C'est de famille, paraît-il. Sa mère avait aussi une réputation bien établie de sorcellerie. Vous semblez y croire, madame, m'étonnai-je. Mais, naturellement, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est une sorte de capital familial transmis de mère en fille.
On recommande aux enfants de ne pas martyriser votre chat et on vous donne des confitures et du fromage. » Je la regardais avec curiosité. Elle semblait très sérieuse. Sibyl était installée sous la tente verte cet après-midi. Elle disait la bonne aventure. « Elle y est fort habile, je crois, » dit Rhoda. « Elle m'a prédit des choses fort agréables, » dit Ginger. « De l'argent, un bel étranger, 2 maris et 6 enfants. » Elle s'est montrée vraiment très généreuse. La vieille Mrs. Parker n'était pas satisfaite de la naïveté des gens, continua Ginger en riant, et Mrs. Cripps a protesté. Vous savez très bien, Lizzie, que Miss Stamfordis voit des choses invisibles aux autres gens et que Miss Gray prédit les décès sans jamais se tromper. Elle m'en donne la chair de poule. Mrs. Cripps a ajouté « En tout cas, je ne m'aviserai pas d'offenser l'une de ces 3 femmes. » Cela me paraît passionnant. J'aimerais bien les rencontrer, dit Mrs. Oliver avec fougue. Nous vous y conduirons demain, promit le colonel. La vieille auberge vaut une visite. Elles ont réussi à la rendre confortable sans lui ôter son cachet. Je téléphonerai à Tirza demain matin, dit Rhoda. Je me couchais assez déprimée, je l'avoue. Ce cheval pâle, dont mon esprit avait fait un symbole sinistre et maléfique, semblait tout autre chose. À moins que... Le lendemain était un dimanche. Nous nous rendîmes tous ensemble à l'église et prêtâmes une oreille respectueuse aux prêches de l'érudit M. Dane Caltrop, qui sembla moins commenter un texte religieux que l'histoire perse. « Nous déjeunons chez M. Venables, » me dit Rhoda, plus tard. « Tu l'aimeras, Marc. C'est un homme fort intéressant. Il a été partout, a tout vu, sait tout. Il a acheté Prior's Court il y a environ 3 ans. Les transformations qu'il y a apportées ont dû lui coûter une fortune. Il a souffert de poliomyélite et, à demi paralysé, ne peut se déplacer que dans un fauteuil roulant. Prior's Court n'était qu'à quelques kilomètres du village. Notre hôte nous accueillit dans le hall, assis dans sa chaise d'infirme. « C'est charmant à vous d'être tous venus, dit-il avec chaleur. Vous devez être épuisés après la journée d'hier. C'était très réussi, Rhoda. » Venables avait une 50aine d'années. Son visage étroit était orné d'un nez en bec d'aigle. Il sourit à Mrs. Oliver, à laquelle Rhoda le présentait. « J'ai vu cette dame hier, dans l'exercice de sa profession, dit-il. Je me suis assuré, grâce à elle, 6 présents pour Noël. Vous avez beaucoup de talent, madame. Ne nous en privez pas trop tôt. » Il fit une aimable grimace à Ginger. « Quant à vous, jeune dame, vous avez bien failli m'adjuger à un canard vivant. » Puis il se tourna vers moi. « Votre article du mois dernier dans Review m'a beaucoup plu. »« Cela a été tellement gentil de votre part d'assister à notre fête, » dit Rhoda. « Je n'espérais pas votre venue après votre si généreux cadeau. » J'aime beaucoup ce genre de manifestation. Notre Sibylle m'a prédit un avenir merveilleux et irréalisable. Bonne vieille Sibylle, dit Despard. Nous allons prendre le thé chez Tirza cet après-midi. La maison est fort intéressante. Le cheval pâle? Oui. Je regrette un peu que ce ne soit plus une auberge. L'endroit m'a toujours paru avoir eu une histoire mystérieuse. Un peu trouble. Il ne devait pas s'agir de contrebande. Nous sommes trop éloignés de la mer. Un repère pour voleurs de grands chemins, peut-être. De riches voyageurs descendus passer la nuit à l'auberge disparaissaient sans laisser de traces. Et cela paraît être devenu une charmante retraite pour 3 vieilles filles inoffensives. « Oh, mais ce n'est pas mon avis !» s'écria Rhoda. « Sibylle Stamfordis, peut-être. Avec ses gris-gris et ses saris, elle est plutôt ridicule. Mais Tirza est réellement terrifiante. Elle vous donne l'impression de lire dans vos pensées. Elle n'a jamais prétendu être douée de seconde vue, mais tout le monde l'assure. » « Et Bella, en fait de vieille fille, a enterré 2 maris, dit Despard. « Je lui offre mes excuses les plus sincères, dit Venables en riant.
Les voisins ont interprété ces décès de façon sinistre, bien entendu, ajouta le colonel. On a prétendu que ses époux, lui ayant déplu, elle les avait tués d'un seul regard. C'est vrai, j'oubliais, c'est elle, la sorcière locale. C'est du moins ce que prétend Mrs. Dane Caltrop. La sorcellerie est toujours curieuse à étudier. Je me souviens, un jour, aux Indes, il s'étendit sur ce sujet avec aisance et nous promit de nous montrer, après le déjeuner, des masques de sorciers de l'Ouest africain. « Il y a de tout dans cette maison, » remarqua Rhoda, joyeuse. Il haussa les épaules et, la voix amère, soudain, après un bref coup d'œil à ses jambes paralysées, « Si Mahomet ne va pas à la montagne… » Mais même maintenant, la vie offre ses consolations. « Pourquoi ici ?» demanda Mrs. Oliver avec brusquerie. Nous étions tous un peu mal à l'aise, à l'exception de Mrs. Oliver, et sa franche curiosité détendit l'atmosphère. Venables lui jeta un regard interrogateur. « Je veux dire, pourquoi êtes-vous venu vivre ici, dans un endroit aussi retiré ? Vous y avez des amis ? » « Non, j'ai choisi cet endroit justement parce que je n'y ai pas d'amis, » répondit-il, un léger sourire ironique sur les lèvres. Je me demandais si son impotence l'avait profondément affecté moralement ou s'il s'était arrangé pour s'adapter aux circonstances. « Dans votre dernier article, me dit-il, comme s'il avait lu mes pensées, vous parliez du mot « grandeur » et des différents sens que l'on peut y attacher, à l'est ou à l'ouest. Que voulons-nous dire ici, en Angleterre, quand nous usons du terme « grand homme » ? Puissance de l'intelligence et force morale. Ses yeux brillaient. Alors, on ne saurait qualifier de grand homme un être méchant. Le mal existe, et le mal est puissant, parfois bien plus que le bien. Il faut le reconnaître et lutter. Autrement, nous sombrons dans les ténèbres. Chapitre 6. Le récit de Mark Easterbrook. Il était 4 heures passées lorsque nous quittâmes Prior's Court. Après un déjeuner raffiné, Venables nous fit faire le tour du propriétaire, nous montrant ses possessions avec orgueil. La maison renfermait un véritable trésor. « Il doit rouler sur l'or, dis-je à ma cousine. Ses jades, ses sculptures africaines, ses sacs et tout le reste. Vous avez de la chance d'avoir un voisin comme lui. »« Et comment donc ?» dit Rhoda. « D'autant plus que la plupart des gens ici sont charmants, mais plutôt lourds. Monsieur Venables est exotique, en comparaison. »« Comment a-t-il fait fortune ?» demanda Mrs. Oliver. « Ou bien a-t-il toujours été riche ?» Despard fit observer sèchement qu'aujourd'hui personne ne pouvait se vanter d'hériter de larges revenus. Les impôts et les taxations se faisaient fort de vous en priver. « On m'a dit, ajouta-t-il, qu'il a débuté dans la vie comme débardeur. Mais cela me semble improbable. Il ne parle jamais de son enfance ou de sa famille. L'homme mystère. » Mrs. Oliver répliqua qu'on lui offrait toujours ce dont elle n'avait que faire. Le Cheval Pâle était une maison à galandage, située un peu en retrait du village. Elle précédait un jardin entouré de murs. Elle me déçut, et je le dis. Cela n'a rien de sinistre. « Attendez d'être à l'intérieur, » dit Ginger. Nous descendîmes de voiture et la porte de la maison s'ouvrit à notre approche. Miss Gray se tenait sur le seuil, haute silhouette un peu masculine, vêtue de tweed. Elle avait un large front, un grand nez crochu et des yeux bleus pâles au regard pénétrant. « Ah, vous voici enfin !» dit-elle d'une voix de basse. « Je vous croyais perdu. » Dans l'ombre, derrière son dos, quelqu'un nous regardait, dont je vis le visage étrange, presque informe. L'œuvre d'un enfant livrant son inspiration à une boule de mastic. Rhoda nous présenta, expliquant que nous avions déjeuné chez M. Venables. « Ah, voilà qui explique tout. Vous avez fait ripaille. Son cuisinier italien est un joyau.
Et quelle maison! Pauvre diable, il lui faut bien quelque chose. Mais entrez donc. Nous sommes fiers de notre maisonnette. Le hall était bas de plafond et sombre. Un escalier en colimaçon y prenait naissance. Il y avait une vaste cheminée et, au-dessus de celle-ci, un tableau encadré. « La vieille enseigne de l'auberge », expliqua Miss Gray, remarquant mon regard. « Le cheval pâle. Elle est mal éclairée, on n'en voit pas grand-chose. »« Je puis vous la nettoyer ? Je vous l'ai déjà dit, » remarqua Ginger. « Confiez-la moi et vous serez surprise. »« J'en doute, » répondit Tirzah Gray, qui ajouta, sans embâge, « Et si vous l'abîmiez ?»« Par exemple, » s'exclama Ginger, indignée. « C'est mon métier. Je travaille pour les musées de Londres, » m'expliqua-t-elle. « Il faut beaucoup d'habileté pour restaurer un tableau, » poursuivit Tirzah. « J'éprouve un choc chaque fois que je vais à la National Gallery. Tous les tableaux semblent avoir été plongés dans un détersif. »« Vous ne préférez tout de même pas ça en fumée et couleur de moutarde ?» protesta Ginger. « On pourrait en tirer quelque chose de beaucoup mieux. Je me demande si le cheval n'a pas un cavalier. » Je m'approchai d'elle pour étudier le tableau. Il était de facture maladroite et, seul, l'âge et la crasse lui conféraient une valeur toute relative. « Hé, Sibylle !» s'écria Tirzah. « Nos visiteurs dénigrent notre cheval. C'est impertinence. » Miss Sibylle Stamfordis nous avait rejoints. C'était une grande femme souple, aux cheveux bruns assez gras. Elle avait une bouche de poisson et minaudait. Elle portait un sari vert vif qui n'ajoutait rien à sa personnalité. Sa voix était faible et un peu fébrile. « Notre cher cheval, dit-elle, nous nous sommes éprises de cette enseigne au premier regard. C'est elle, j'en suis sûre, qui nous a déterminés à acheter la maison. N'est-ce pas, Tirzah ? Mais entrez, entrez. » Elle nous introduisit dans une pièce petite et carrée qui fut probablement autrefois le bar de l'auberge. Tendue de chintz et meublée de Chippendale, elle faisait à présent un salon de campagne très féminin. La vieille femme que j'avais aperçue dans le hall entra, portant une théière d'argent. Elle était vêtue d'une blouse vert foncé sans ornement. Son visage étant d'un modelé imprécis et dépourvu d'expression, je m'étonnai de l'avoir trouvée sinistre. Je m'en voulus. Que de stupidité à propos d'une ancienne auberge et de 3 vieilles femmes. « Merci, Bella, » dit Tirzah. « Vous avez tout ce qu'il vous faut ? » ?»« Oui, merci. » Bella regagna la porte. Elle n'avait regardé personne, mais juste avant de sortir, elle me jeta un coup d'œil qui me surprit par sa malice. J'eus l'impression que, sans aucun effort, presque sans curiosité, elle avait lu toutes mes pensées. « Bella est déconcertante, n'est-ce pas, monsieur Easterbrook ?» dit Tirzah Gray. « Je l'ai vue vous regarder. »« C'est une femme du pays ?» demandai-je en faisant effort pour dissimuler mon intérêt réel. « Oui. La plupart des gens vous diraient que c'en est la sorcière. » Sibylle Stamfordis fit cliqueter ses amulettes. « Allons, avouez, monsieur... Easterbrook. Monsieur Easterbrook, vous avez, j'en suis sûre, entendu dire que nous pratiquons la sorcellerie. Avouez-le. Nous avons une certaine renommée, savez-vous. » « Justifiée, je le crois, » appuya Tirzah. « Sibylle est fort douée. » Celle-ci poussa un petit soupir de satisfaction. « L'occultisme m'a toujours beaucoup attirée, » murmura-t-elle. « Tout enfant, j'ai remarqué que j'avais des pouvoirs extraordinaires. L'écriture automatique m'est venue tout naturellement. Il me suffisait de prendre un crayon, et le reste se faisait de soi-même. Et, bien sûr, j'ai toujours été extrêmement sensible. Je me suis évanouie un jour que je prenais le thé avec une amie. La pièce dans laquelle nous nous trouvions avait été le cadre d'un événement affreux, je le sentais. Plus tard, j'ai appris qu'on y avait commis un meurtre, 25 ans auparavant. » Elle hocha la tête et regarda autour d'elle, l'air fort satisfait. « Remarquable, » dit le colonel d'Espard, avec un dégoût à peine voilé.
Cette maison a été témoin de choses sinistres, déclara Sibylle d'un air lugubre. Mais nous avons fait le nécessaire. Nous avons libéré les esprits enchaînés à la terre. Une sorte de nettoyage spirituel, suggérai-je. Sibylle me lança un regard soupçonneux. La couleur de votre sari est fort saillante, intervint Rhoda. Le visage de Sibylle s'éclaira. Je l'ai rapporté des Indes. Quel pays intéressant! J'y ai étudié le yoga. Mais, à mon sens, cela manque de naturel. C'est trop peu primitif. Ce n'est pas comme Haïti. Là, vous touchez aux sources véritables de l'occultisme. Tenez. Elle se leva, saisit un objet posé sur le rebord de la fenêtre. Voici mon hasson. C'est une courge séchée, ornée de perles, et cela, voyez-vous, ce sont des vertèbres de serpent. Nous jetâmes à l'objet un regard poli, mais dépourvu d'enthousiasme. Sibylle, affectueusement, secoua son horrible jouet. « Et je puis vous en dire bien davantage. » Je ne l'écoutais plus. Je tournai la tête pour rencontrer le regard de Tirzah qui m'étudiait avec attention. « Vous ne croyez pas un mot de tout cela, murmura-t-elle. Vous avez tort. On ne peut pas rejeter par principe tout ce qui touche à la superstition, à la peur ou à l'excès de religion. Il existe des vérités et des pouvoirs essentiels. Il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. Je n'en discuterai pas, dis-je. Vous êtes un sage. Venez voir ma bibliothèque. Elle m'entraîna dans le jardin. Nous l'avons installée dans les anciennes écuries, m'expliqua-t-elle. Les écuries et les communs avaient été réunis et formaient une seule et vaste pièce dont tout un mur était recouvert d'étagères supportant des livres. Un coup d'œil me suffit pour juger de leur valeur. Mais vous avez des œuvres rares ? N'est-ce pas le texte original de Malleus Maleficorum ? Ma parole, vous possédez des trésors ? Et ce grimoire, mais c'est une rareté. Tirzah constatait mon enthousiasme avec sérénité. Cela fait plaisir de rencontrer un connaisseur, dit-elle. La plupart des gens bâillent d'ennui ou de stupeur. Avec tout cela, vous ne devez pas ignorer grand-chose des pratiques de sorcellerie. Comment en êtes-vous venu à vous y intéresser, au début ? C'est difficile à dire. Il y a longtemps de cela. Un événement qui semble étrange, et l'on est entraîné. C'est fascinant comme étude. Quant à la naïveté des gens et les bêtises auxquelles ils se livrent. Je ris. Cela fait plaisir. Au moins, vous ne croyez pas tout ce que vous lisez. Ne me comparez donc pas à ma pauvre Sibylle. Mais, cependant, ne vous y trompez pas. Elle est sotte sous bien des rapports. Elle mélange allègrement le vaudou, la démonologie et la magie noire. Mais elle a le pouvoir. Le pouvoir ? Je ne vois pas comment l'appeler autrement. Il existe des gens qui peuvent servir de pont entre notre monde et les puissances sinistres de l'au-delà. Sibylle en est. C'est un médium remarquablement doué. Quand, avec Bella et moi... Bella ? Oui, nous avons chacune nos spécialités. En équipe. Elle s'interrompit. Sorcellerie et si, suggérai-je en souriant. Si vous voulez. Vous croyez à tout cela ? Je ne crois pas. Je sais, dit-elle d'une voix vibrante. Mais comment ? Pour quelle raison ? D'un grand geste de la main, elle m'indiqua les rayons chargés de livres. Tout cela ? Bêtises pour la plupart. Phraséologie ridicule. Ôtez l'écorce des superstitions, des croyances, et vous trouverez que le noyau est vrai. Le reste n'est qu'habillage destiné à impressionner les foules. Je ne vous suis pas très bien. Cher monsieur, pourquoi, depuis la nuit des temps, les gens ont-ils été trouvés le nécromancien, le sorcier, le rebouteux ? Pour 2 seules raisons suffisantes pour risquer la damnation. Le filtre d'amour ou le poison. Ah, c'est simple, n'est-ce pas ? L'amour
et la mort. Pour gagner l'homme que vous aimez, pour garder votre amant, une potion à prendre un jour de pleine lune, en évoquant des démons ou des esprits. En fait, le filtre n'est qu'un aphrodisiaque. Et la mort? Elle eut un petit rire étrange qui me mit mal à l'aise. Ainsi, la mort vous intéresse? Suis-je le seul? Je me le demande, répondit-elle avec un coup d'œil acéré. La mort. On s'y est beaucoup plus consacré qu'à l'amour encore. Et pourtant, quelle naïveté! Les Borgia et leur fameux poison. Savez-vous ce qu'ils employaient? Du simple arsenic. Ni plus ni moins que ce dont se sert n'importe quelle femme jalouse d'un quartier populaire. Mais, dans cet ordre d'idées, nous avons fait des progrès. La science a élargi notre champ d'action. Avec des poisons ne laissant pas de traces, demandai-je, sceptique. Ces vieux jeux enfantins. Il y a 4 choses. Par exemple, l'esprit. Savoir de quoi est fait l'esprit, ce qu'il peut faire et ce qu'on peut lui faire faire. Le principe est bien connu. Il y a des siècles que les sorciers des pays primitifs en usent. Inutile de tuer votre victime. Il vous suffit de lui dire de mourir. La suggestion. Mais cela ne réussit que si la victime y croit. Vous voulez dire que cela échoue avec des Européens? Parfois. Mais là n'est pas la question. Nous avons largement dépassé le sorcier. Les psychologues nous ont tracé la voie. Le désir de mourir, il est dans chacun de nous. Il suffit de l'exploiter. L'idée est intéressante. Vous réussissez à convaincre votre sujet de se suicider. Est-ce cela? Vous n'y êtes pas. Vous avez entendu parler du traumatisme maladif? Bien sûr. Il existe des gens qui répugnent inconsciemment à travailler, tombent vraiment malades, souffrent réellement. C'est resté longtemps une énigme pour les médecins. Je commence à comprendre votre idée, dis-je lentement. Pour détruire le sujet, il faut exercer une action sur son subconscient. Il faut stimuler, renforcer le désir de mourir existant dans chacun d'entre nous. On provoquera une vraie maladie née du désir latent d'en finir avec la vie. Et la mort surviendra. Elle avait relevé la tête, triomphante. J'eus froid brusquement. Cette femme était un peu folle. Mais, cependant... Soudain, elle rit. « Vous ne me croyez pas. C'est là une théorie fort intéressante, je l'admets. Mais de quelle façon entendez-vous stimuler ce désir de mourir que nous aurions tous? Cela, c'est mon secret. Il est des échanges sans contact direct. Prenez la TSF, le radar, la télévision. Les expériences en perception extrasensorielle n'ont pas réussi comme on l'espérait parce que l'on n'a pas saisi le principe essentiel. Lorsque l'on sait comment s'y prendre, on n'échoue jamais. Le savez-vous? Elle ne répondit pas aussitôt. Ne me demandez pas, cher monsieur, de vous révéler tous mes secrets, dit-elle enfin, en se dirigeant vers la porte. Je la suivis. Pourquoi m'avez-vous dit tout cela? Demandai-je. Vous avez su comprendre mes livres. Parfois, on éprouve le besoin de se confier. Et d'autre part, oui, j'ai l'idée, Bella est du même avis, que vous pourrez avoir besoin de nous. Besoin de vous? Selon Bella, vous êtes venu ici pour nous trouver. Elle se trompe rarement. Pourquoi aurais-je voulu vous trouver? Cela, répondit Tirza Gray doucement. Je ne le sais pas. Encore. Chapitre 7. Le récit de Mark Easterbrook. Ah, vous êtes là. Nous nous demandions où vous étiez passé. Rhoda s'encadrait sur le seuil, suivie des autres. Elle regarda autour d'elle. C'est ici que vous tenez vos séances, n'est-ce pas?
Vous êtes bien informé, dit Tirza avec un rire sans chaleur. Dans un village, le voisin est mieux au courant que vous-même de vos affaires personnelles. Nous jouissons, je crois, d'une réputation aussi splendide que sinistre. Elle se tourna vers Mrs. Oliver. Dans votre prochain ouvrage, faites donc intervenir un meurtre par magie noire. Je vous fournirai tous les tuyaux nécessaires. Mrs. Oliver parut embarrassée. Je ne traite que de crimes très simples, dit-elle, sur un ton d'excuse, comme elle aurait dit. Je ne sais faire que de la cuisine bourgeoise. D'Espard jeta un coup d'œil à sa montre. Rhoda, il me semble que... Oh oui, il nous faut partir. Il est beaucoup plus tard que je l'aurais cru. Nous échangeâmes remerciements et adieux, et l'on nous escorta jusqu'à la porte du jardin. « Vous avez un grand poulailler » remarqua D'Espard au passage. « Je déteste les poules, dit Ginger. Leur gloussement me porte sur les nerfs. »« Nous avons surtout des coqs, » intervint Bella, qui nous avait rejoints. « Pour la consommation » s'enquit D'Espard. « Ils nous sont utiles, » répondit Bella. « C'est le royaume de Bella, » dit Tirza d'un ton léger. « Je n'aime pas cette femme. Oh, mais pas du tout, » s'écria Mrs. Oliver lorsque nous fûmes en voiture. « Il ne faut pas prendre Tirza trop au sérieux, » dit D'Espard indulgent. « Elle s'amuse à faire étalage de tout ce fatras et à voir l'effet que cela produit. »« Je ne parle pas d'elle. Elle est dépourvue de scrupules et à l'affût de la bonne occasion. Mais elle n'est pas dangereuse comme l'autre. Bella, elle est un peu sinistre, je l'admets. Il n'est pas question d'elle non plus. Je pense à cette Sibylle. Elle paraît simplement stupide. Son déguisement, les histoires grotesques qu'elle nous a racontées. Pourquoi, entre parenthèses, n'est-ce jamais une fille de cuisine ou une vieille paysanne, mais une princesse égyptienne ou une belle esclave babylonienne qui sont réincarnées? Mais cette femme, malgré sa bêtise, me fait l'effet de pouvoir provoquer des choses désagréables. Je m'exprime mal. Je veux dire que l'on peut s'en servir d'une certaine façon justement parce qu'elle est bête. J'ai bien peur que personne ne me comprenne, ajouta-t-elle, pathétique. Moi, si, dit Ginger, et cela ne m'étonnerait pas que vous eussiez raison. Nous devrions absolument assister à l'une de leurs séances, s'écria Rhoda. Ce doit être très curieux. Vous n'en ferez rien, protesta D'Espard avec énergie. Je ne veux pas vous voir mêler à ces histoires. Ils finirent de se quereller et je ne reportai mon attention à mes compagnons qu'en entendant Mrs. Oliver parler du train du lendemain. Mais je vous ramènerai en voiture, proposai-je. La proposition ne parut pas l'enthousiasmer. Je préfère prendre le train. Oh, ce n'est pas la première fois que vous montez en voiture avec moi. Je suis un chauffeur de tout repos. Ce n'est pas cela, Marc. Mais j'ai un enterrement demain matin de bonne heure. Je déteste les enterrements. Êtes-vous forcé d'y assister? Oui. Marie de La Fontaine était une vieille amie. Elle aurait aimé me savoir présente à ses obsèques. Naturellement, m'écriai-je. De La Fontaine, bien sûr. Les autres me regardèrent, très surpris. Excusez-moi, c'est que... Je me demandais où j'avais entendu ce nom. C'est vous qui m'en avez parlé, n'est-ce pas? Vous lui avez rendu visite à la clinique. Vraiment? Oui, sans doute, répondit Mrs. Oliver. De quoi est-elle morte? Polynévrite toxique. Enfin, quelque chose d'approchant. Ginger me regardait avec attention. Lorsque nous descendîmes de voiture, je priai qu'on m'excusât. J'avais besoin de prendre un peu d'exercice après le déjeuner et le thé si copieux. Je m'éloignai avant qu'on offrît de m'accompagner. Il me fallait être seul pour mettre de l'ordre dans mes idées. Sur la liste de Corrigan figuraient les noms de Tuckerton, d'Esquette Dubois et de La Fontaine. L'amie malade de Mrs. Oliver était morte à présent.
Poppy avait nié avec véhémence toute connaissance d'un cheval pâle et, de plus, elle avait manifesté une grande frayeur. Aujourd'hui, il y eut tirs à grès. Mais le cheval pâle et ses occupants n'avaient vraisemblablement aucun rapport avec la liste. Pourquoi pouvais-je, un seul instant, penser qu'il y eut un lien entre ceci et cela ? Mrs. de La Fontaine avait probablement vécu à Londres. La maison de Thomasina Tuckerton était située quelque part dans le Surrey. Aucune connexion avec ce petit village. À moins que... Je me trouvais juste en face des armes royales. C'était là une véritable auberge. J'en poussai la porte. Le bar, encore fermé, était sur la gauche. Une pancarte au pied de l'escalier proclamait « Bureau ». De celui-ci, on ne voyait qu'une porte vitrée, hermétiquement close, à côté de laquelle on avait cloué une carte invitant à appuyer sur la sonnette. Tout semblait désert. Sur une étagère, j'avisai un vieux registre. Je l'ouvris et le feuilletai. On ne l'utilisait pas fréquemment et les voyageurs ne demeuraient guère plus d'une nuit. Je ressortis sans avoir vu personne. Seule, la coïncidence voulait-elle qu'un Stanford et un Parkinson soient descendus à l'auberge au cours de l'année précédente ? Ces deux noms figuraient sur la liste de Corrigan. Ils étaient assez courants. Mais j'en avais noté un autre, celui de Martin Digby. Si c'était celui que je connaissais, il s'agissait du petit-neveu de la femme que j'avais toujours appelée tante Mint, Lady Esquette Dubois. Je marchais sans savoir où j'allais. Je désirais violemment pouvoir parler à quelqu'un. À Jim Corrigan ou à David Hardingley, ou encore à Hermia, si calme et pleine de bon sens. J'étais seule avec mes pensées catholiques et ma solitude me pesait. Cela faisait à peu près une demi-heure que j'errais dans des chemins détrempés lorsque je me trouvais devant le presbytère. Je longeais une allée fort mal entretenue et actionnais la sonnette rouillée de la porte d'entrée. « Elle ne marche pas », dit Mrs. Dane Caltrop, qui venait d'apparaître sur le seuil comme par magie. « On l'a réparée 2 fois, mais cela ne dure jamais. Je veille. Vous avez quelque chose d'important à me dire, n'est-ce pas ? » « C'est... oui, dans un sens. Pour moi, en tout cas. » « C'est ce qu'il me semblait. » Elle me lança un coup d'œil songeur. « Oui, cela va mal. Qui voulez-vous voir ? Le vicaire ? » Je ne crois pas. C'était lui auquel j'avais songé me confier et, à présent, je ne savais plus que faire. Mrs. Dane Caltrop vint à mon secours. « Mon mari est un homme fort bon, dit-elle, et cela rend les choses un peu difficiles parfois. Voyez-vous, les gens bons ne comprennent pas le mal. Il vaut mieux, je crois, que vous ayez affaire à moi. » Je ne pus m'empêcher de sourire. « Seriez-vous spécialisé dans le mal ? » ?»« Oui, c'est cela. Mon mari peut absoudre des péchés, je ne le puis, mais il m'est possible de les lui présenter, de les classer pour lui. Lorsque l'on sait, on peut faire en sorte d'empêcher le mal de prendre de l'ampleur, de faire en sorte que d'autres gens ne souffrent pas. Quant au pécheur, je ne puis l'aider. C'est l'affaire de Dieu. » « Eh bien, je voudrais empêcher certaines personnes de souffrir. » Elle me jeta un rapide coup d'œil. « Ah, c'est cela. Suivez-moi donc. » Le salon du presbytère était vaste, sombre et pauvrement meublé, mais l'ensemble donnait une impression de repos, de quiétude. Combien de jeunes filles ayant commis une erreur, Mrs. Dane Caltrop avait-elle reçue, consolée et conseillée, à sa façon ? Combien d'épouses s'étaient-elles plaintes de la méchanceté de leur belle-mère, de femmes de l'incompréhension de leur mari vis-à-vis de leur fils ? Et moi-même, ne m'apprêtais-je pas à épancher mes craintes dans le sein de cette femme au visage fatigué ? Pourquoi ? Je n'en savais rien, mais j'étais persuadée avoir trouvé l'être qu'il me fallait. « Nous avons pris le thé avec Tirza Gray, commençai-je. Il n'était pas difficile de s'expliquer avec Mrs. Dane Caltrop. « Je comprends. Cela a été trop pour vous. Toute cette gloriole. Cela m'a étonnée, moi-même. Je le sais par expérience. L'être foncièrement mauvais ne se vante pas.
On ne parle volontiers de ses défauts que lorsqu'ils sont de peu d'importance. Un péché est une petite chose sans noblesse à laquelle le bavardage confère de l'importance. Les sorcières de village sont, en général, de vieilles femmes stupides qui aiment terrifier les gens. Bella peut n'être que cela. Sibylle est l'une des femmes les plus bêtes que j'ai jamais vues, mais c'est un véritable médium. Quoi tu puisses être un médium. Tirza, je ne sais pas. Que vous a-t-elle dit? C'est elle qui vous a bouleversé, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup d'expérience, madame. Acceptez-vous l'idée qu'un être humain puisse être détruit à distance, sans aucun lien visible, par une autre personne? Mrs. Dane Caltrop ouvrit très grand les yeux. Par détruit, vous entendez tuer? Purement et simplement? Oui. C'est stupide, dit-elle avec force. Ah! Mais bien sûr, je puis me tromper. Mon père jugeait la navigation aérienne impossible, et sans doute mon grand-père portait-il le même jugement sur les trains. Ils avaient raison tous les deux. À l'époque, ces choses étaient impossibles. Elles sont devenues possibles aujourd'hui. Que fait Tirza? Elle se sert d'un rayon mortel? Ou bien ses compagnes et elle se concentrent-elles sur une idée après avoir tracé des signes cabalistiques? Je souris. Vous avez l'esprit précis, dis-je. J'aurais dû me laisser hypnotiser par cette femme. Cela n'aurait rien donné. Ce n'est pas votre genre. Mais que s'est-il passé avant tout cela? Il est arrivé quelque chose? Vous avez raison. Je lui racontais, aussi brièvement que possible, le meurtre du père Gorman et, au cabaret, l'allusion au cheval pâle. Puis, je tirai de ma poche la liste copiée sur celle que m'avait montrée Corrigan. Mrs. Dane Caltrop l'étudia, le sourcil froncé. « Et ces gens qu'ont-ils en commun? Nous l'ignorons. Chantage, drogue. C'est ridicule. Ce n'est pas cela qui vous tracasse. Mais c'est qu'ils sont tous morts. » Je poussai un profond soupir. Oui, je le crois. 3 d'entre eux le sont. Minnie Esquette Dubois, Thomasina Tuckerton, Marie de La Fontaine. Ils sont tous morts dans leur lit de façon naturelle. Et Tirza Gray m'a soutenu que c'est ainsi que cela devait se passer. Elle vous a dit que c'est elle qui en était responsable? Non. Elle parlait de façon générale. Elle m'expliquait ce qu'elle considère comme une possibilité scientifique. Ce qui semble ridicule à première vue. Je le sais. Je n'aurais fait qu'en rire s'il n'y avait pas eu cette curieuse mention du cheval pâle. Oui, murmura Mrs. Dane Caltrop, songeuse. Le cheval pâle. C'est symbolique. Elle garda le silence durant quelques instants. Puis elle releva la tête d'un geste vif. C'est très mauvais, dit-elle. Quoi qu'il y ait derrière, il faut arrêter cela. Oui, mais que faire? Trouvez-le. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Elle se leva. Faites quelque chose immédiatement. N'avez-vous pas un ami qui pourrait vous aider? Je réfléchis. Jim Corrigan? Beaucoup de travail, peu de loisirs, et il devait déjà faire tout ce qu'il pouvait. David Hardingley. Il n'en croirait pas un mot. Hermia? Oui, elle. Un cerveau clair, une admirable logique. Vous avez pensé à quelqu'un? Bien. Mrs. Dane Caltrop n'aimait pas perdre son temps. Je ne perdrai pas les 3 sorcières de vue. Mais je n'ai toujours pas l'impression qu'elles possèdent la clé du mystère. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Tirza Gray a entendu parler de quelque chose et qu'elle s'en sert pour se donner de l'importance. Chapitre 8. L'inspecteur Lejeune leva la tête pour voir le docteur Corrigan entrer en sifflant dans son bureau. « Désolé de déplaire à tout le monde, dit-il, mais le conducteur de la Jaguar n'avait pas une goutte d'alcool dans les veines. » Ces détails n'intéressaient pas le jeune pour l'instant. « Tenez, lisez cela, dit-il.
Corrigan prit la lettre qu'on lui tendait. Écrite d'une petite écriture précise, elle portait en en-tête « Everest, Glandower Close, Bournemouth. Cher inspecteur, vous vous souvenez sans doute de m'avoir demandé de vous prévenir si je revoyais l'homme qui suivait le père Gorman la nuit où il a été tué. J'ai surveillé le voisinage avec attention sans l'apercevoir. Mais hier, j'ai assisté à une fête de charité donnée dans un village à une vingtaine de kilomètres d'ici. J'avais été attiré par le fait que le célèbre auteur de romans policiers, Mrs. Oliver, devait dédicacer ses œuvres. Je suis grand lecteur de romans policiers et j'étais curieux de voir cette dame. Et, à ma grande surprise, j'ai vu l'homme que je vous ai décrit. Mais depuis la mort du père Gorman, il a dû être victime d'un accident, car il se déplaçait hier dans un fauteuil roulant. Je me suis discrètement informé sur son compte. Sous le nom de Venables, il habite Prior's Court, Much Deeping. On le dit très riche. Dans l'espoir que ces détails pourront vous être utiles, je vous prie de me croire sincèrement vôtre, Zachariah Osborne. Alors, dit le jeune. Cela me paraît bien invraisemblable, répondit Corrigan sans enthousiasme. À première vue, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Cet Osborne n'a pas pu voir nettement un visage par une nuit de brouillard pareil. Il doit s'agir d'une ressemblance de pur hasard. Vous connaissez les gens. Ils clament partout avoir vu une personne portée disparue, et 9 fois sur 10, elle n'a rien de commun avec la description qu'on en a donnée. Osborne n'est pas comme cela. Qui est-il ? Un respectable petit pharmacien, un peu démodé. Il a de la personnalité et il est très observateur. Ainsi, vous croyez qu'il peut y avoir quelque chose là-dedans ? En tout cas, cela ne ferait aucun mal de procéder à une petite enquête discrète au sujet de ce monsieur Venables. Chapitre 9. Le récit de Mark Easterbrook. Il s'en passe des choses à la campagne, dit Hermia d'un ton léger. Nous venions de finir de dîner. Je regardais Hermia. Sa réaction n'était pas tout à fait celle que j'attendais. J'avais passé un quart d'heure à lui raconter mon histoire qu'elle avait écoutée avec intérêt, mais elle ne paraissait ni choquée ni enthousiasmée. Les gens qui prétendent que la campagne est ennuyeuse et la ville pleine de ressources, continua-t-elle, ne savent pas ce dont ils parlent. Sorcières, messes noires, objets d'un culte infernal. On pourrait faire une série d'articles amusants de tout cela. Pourquoi n'essayez-vous pas ? Vous ne semblez pas avoir très bien compris ce que je vous ai dit, Hermia. Mais parfaitement, Marc. Je trouve tout cela prodigieusement intéressant. C'est une page d'histoire, un vestige des traditions du Moyen-Âge. Je me moque du côté historique, répondis-je irrité. Ce sont les faits qui m'occupent. Une liste de noms sur une feuille de papier. Je sais ce qui est arrivé à certains d'entre eux. Mais que va-t-il advenir, ou qu'est-il advenu des autres ? Ne vous laissez-vous pas un peu emporter ? Non. Je juge la menace très réelle, et je ne suis pas le seul. La femme du vicaire est de mon avis. Oh, la femme du vicaire, dit Hermia, moqueuse. C'est une femme parfaite, protestai-je. Toute cette affaire est sérieuse, Hermia. Elle haussa les épaules. Peut-être, mais j'ai l'impression que votre imagination vous joue des tours. Vos 3 vieilles filles sont certainement convaincues de la véracité de ce qu'elles racontent. Elles sont certainement odieuses, mais pas dangereuses. Voyons, Marc, et comment pourraient-elles l'être ? Je réfléchis, ou plutôt exactement mon esprit vagabonde de l'obscurité du cheval pâle à la clarté représentée par Hermia, ne laissant rien dans l'ombre, révélant tous les objets d'une pièce dans leur simplicité. « Il me faut comprendre, Hermia, dis-je brusquement, savoir ce qui se passe. »« Vous avez raison. Cela peut être intéressant, et même réellement amusant. »« Ah non, Hermia, je voulais vous demander de m'aider. »« De vous aider ? Comment ? »« À enquêter. »« Mais, mon cher Marc,
J'ai énormément de travail. Cet article pour le journal, l'affaire byzantine. Et j'ai promis à 2 de mes élèves, je ne l'écoutais plus. Oui, je comprends, vous êtes débordée. C'est cela, acquiesça-t-elle, visiblement soulagée. Elle me sourit et son air indulgent me frappa. C'était celui d'une mère à son petit garçon absorbé par un nouveau jouet. Bon sang, je n'étais pas un gamin. Le lendemain matin, j'essayais en vain d'atteindre Jim Corrigan. Je laissai un message, lui demandant de venir entre 6 et 7 heures. Il était fort occupé et je n'espérais pas beaucoup le voir, mais il arriva à 7h moins 10. Je lui préparai à boire et lui expliquai le motif de mon appel. Tu dois te demander pourquoi je t'ai convoqué de façon si comminatoire, mais il s'est produit quelque chose qui peut avoir un rapport avec l'affaire dont nous avons parlé la dernière fois. Qu'était-ce ? Ah oui, l'histoire du père Gorman. Oui, tout d'abord, le cheval pâle. Cela te dit-il quelque chose ? Le cheval pâle ? Non, je ne vois pas. Pourquoi ? Parce que je crois que cela peut avoir un rapport avec la liste que tu m'as montrée. J'ai été à la campagne avec des amis, à Much Deeping. On m'a conduit dans une ancienne auberge qui s'appelait le Cheval Pâle. Attends, Much Deeping ? N'est-ce pas dans les environs de Bournemouth ? À une 15aine de kilomètres. Je ne pense pas que tu aies rencontré un certain Venables. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Tu as du pot, toi. À quoi ressemble-t-il ? C'est un homme remarquable. En quoi ? Par sa puissante personnalité, d'abord, bien qu'il soit paralysé. Corrigan m'interrompit brusquement. Quoi ? Il a eu la poliomyélite, il y a quelques années. Il est paralysé de la taille aux pieds. Corrigan se rejeta sur le dossier de sa chaise avec une grimace de dégoût. Ça démolit tout. Je me disais que c'était trop beau pour être vrai. Je ne te comprends pas du tout. Il faut que tu voies l'inspecteur Lejeune. Ce que tu viens de me dire l'intéressera. Lorsque l'on a tué Gorman, Lejeune a demandé aux gens qui l'auraient vu ce soir-là de se faire connaître. La plupart des renseignements n'avaient aucun intérêt, bien entendu. Mais un pharmacien du voisinage, un certain Osborne, a déclaré avoir vu le père Gorman suivi de près par un homme dont il a fait une excellente description. Et, il y a quelques jours, Lejeune a reçu une lettre de cet Osborne, qui a pris sa retraite et vit à Bournemouth, dans laquelle il disait avoir vu son homme lors d'une fête de charité. Il s'est renseigné et a appris qu'il s'appelait Venables. Oui, il a assisté à cette fête. Mais il lui aurait été absolument impossible de suivre le père Gorman. Osborne s'est trompé. Il en a fait une description très minutieuse. Un nez en bec d'aigle, une pomme d'Adam très prononcée. Oui, cela correspond, mais cependant, je sais, Osborne n'est pas infaillible. Il a été le jouet d'une ressemblance. Mais c'est troublant de t'entendre parler du même pays. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cheval pâle ? Tu ne voudras pas me croire. Vas-y toujours. Je lui rapportai ma conversation avec Tirzah Gray. Sa réaction fut immédiate. Quelle baliverne ! Qu'est-ce qui te prend, Marc ? Des poulets blancs, pour les sacrifices, je suppose ? Un médium, la sorcière du coin et une vieille fille qui expédie un rayon garanti mortel ? C'est fou, mon vieux, absolument fou. Oui, c'est fou, répétai-je, morne. Oh, ça suffit, Marc. Tu me ferais croire qu'il y a quelque chose là-dedans. Tu y crois, toi ? Laisse-moi d'abord te poser une question. Est-il vrai que chacun, inconsciemment, désire mourir ? Corrigan hésita un instant avant de répondre. Je ne suis pas psychiatre. Entre nous, je crois que la moitié d'entre eux sont aussi un peu givrés. Ils se grisent de phrases. Et ils dépassent la mesure. Je peux t'assurer que la police ne prend pas pour parole d'évangile tout ce que disent les experts médicaux pour excuser le comportement d'un criminel.
Tu préfères ta théorie sur l'action glandulaire. Ça va. J'admets être, moi aussi, un théoricien. Mais mon raisonnement est basé sur de bonnes données physiques. Quant à cette histoire de subconscient, peu. Tu n'y crois pas? Bien sûr que j'y crois. Mais il ne faut pas exagérer. Il y a quelque chose dans ce désir de mourir. Mais pas autant qu'on veut le faire entendre. Achète donc un traité de psychologie. Tirza Gray prétend connaître tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet. Tirza Gray. Qu'est-ce que peut comprendre une vieille fille racornie à la psychologie? C'est de la fichaise. C'est ce qu'ont toujours prétendu les gens pour des découvertes ne correspondant pas à leur conception. Des cuirassés, fichaises. Des avions, fichaises. Il m'interrompit. Alors tu as tout avalé. L'hameçon, la ligne et le bouchon. Nullement. Je voulais simplement savoir s'il y avait à cela une base scientifique. Il renifla avec mépris. Une base scientifique. Mon œil. Parfait. Mais tu pourrais au moins me dire où tu en es avec ta liste de noms. On a travaillé dur, mais ça prend du temps. Il est difficile d'identifier des noms sans prénom et sans adresse. Prends cela sous un angle différent. Je te parie que depuis un an et demi, chacun de ces noms a figuré sur un avis de décès. Ai-je tort? Il me lança un coup d'œil acéré. Tu as raison. Ça, c'est le pire. Ils ont une chose en commun, la mort. Oui, mais cela peut avoir moins d'importance qu'il y paraît. Sais-tu combien il meurt de gens chaque jour en Angleterre? Et beaucoup de ces noms sont très courants, ce qui ne facilite pas les choses. De La Fontaine, dis-je. Marie de La Fontaine. Voilà un nom peu commun. L'enterrement a eu lieu mardi dernier, je crois. Comment le sais-tu? Par l'une de ses amies. Cette mort était parfaitement naturelle. En fait, la police a fait une enquête. Tous les décès étaient normaux. S'il y avait eu accident, cela pourrait être suspect. Mais pneumonie, hémorragie cérébrale, tumeur du cerveau, calcul biliaire, un cas de poliomyélite, rien de suspect, je te dis. C'est cela. Aucun accident. Une maladie parfaitement courante et la mort. Exactement ce dont parle Tirza Gray. Vas-tu prétendre que cette femme peut provoquer chez une personne qu'elle n'a jamais vue une pneumonie dont elle mourra? Je ne prétends rien de la sorte. C'est elle. Je trouve cela fantastique et je voudrais le croire impossible, mais il demeure des faits pour le moins curieux. Cette évocation du cheval pâle, alors que l'on parlait de faire disparaître un gêneur. Ce cheval pâle existe et la femme qui y habite proclame que ce genre d'opération est faisable. L'homme que l'on prétend avoir vu suivre le père Gorman le soir de sa mort vit dans le voisinage. Ce ne pouvait pas être Venables puisque, tu le dis toi-même, il est paralysé. Du point de vue médical, cette paralysie ne pourrait pas être simulée? Bien sûr que non. Les membres sont atrophiés. Cela paraît évidemment régler la question, admis-je avec un soupir. Quel dommage! S'il existe une organisation spécialisée, comment dirais-je, en suppression humaine, j'aurais très bien vu Venables à sa tête. Les meubles et les objets d'art qu'il possède représentent une véritable fortune. D'où cet argent vient-il? Tous ces gens qui se sont éteints confortablement dans leur lit, poursuivis-je, qui a profité de leur mort? Il y a toujours quelqu'un auquel la mort d'un tiers rapporte à un degré ou à un autre. Lady Esquette Dubois, comme tu dois le savoir, laisse à peu près 50 000 livres. Un neveu et une nièce les héritent. Le neveu vit au Canada, la nièce est mariée dans le nord de l'Angleterre. Ils n'ont besoin d'argent ni l'un ni l'autre. Le père de Thomasina Tuckerton lui avait laissé une belle fortune qui devait revenir à sa femme, la belle-mère de Thomasina, si la jeune fille mourait célibataire avant sa majorité. La belle-mère semble irréprochable. Puis il y a votre Mrs. de La Fontaine.
C'est une cousine qui touche. Ah oui. Et cette cousine? Elle vit au Kenya avec son mari. Tous magnifiquement absents. Corrigan me lança un coup d'œil réprobateur. Des 3 Sandford qui ont avalé leur extrait de naissance, l'un laisse une femme beaucoup plus jeune que lui et qui s'est remariée, sans perdre de temps. Ce Sandford, un catholique, ne voulait pas divorcer. Un certain Sidney Armandworth, mort des suites d'une hémorragie cérébrale, était soupçonné par le Yard d'augmenter ses revenus en pratiquant un chantage discret. Pas mal de gens bien placés ont dû être joliment soulagés de le voir disparaître. Tu en conviendras, tous ces décès sont venus à point. Et au sujet de Corrigan, c'est un nom courant. Il en est mort beaucoup. Mais autant qu'on le sache, sans profit pour personne. Tu es donc la prochaine victime. Prends garde. Je n'y manquerai pas. Mais ne va pas croire que ta sorcière va m'expédier un cancer du duodénum ou la grippe espagnole. Jim, je veux étudier cette affaire de Tirza Gray. Veux-tu m'aider? Ah non. Je ne peux pas comprendre qu'un type instruit comme toi se laisse prendre à toutes ces fichaises. Ne pourrais-tu pas trouver un autre mot? Baliverne, si tu préfères. Pas davantage. On peut dire que tu es entêté. Il le faut bien. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. À bientôt.